Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de vous voir nombreux, nombreuses parmi nous. Je m'appelle Léa, je suis directrice des programmes à Hébergement Femmes Canada. Je suis avec vous ici depuis les territoires traditionnels non Anishinaabe, algonquins, dans la ville qu'on connaît sous le nom colonial d'Ottawa. J'animerai la rencontre d'aujourd'hui. Ceci dit, je vais vous parler des présentations d'aujourd'hui. Dans quelques instants, je vais passer la parole à Mayra Martin, qui est directrice générale d'Action ontarienne contre la violence faite aux femmes. C'est une association ontarienne pour les femmes et les personnes issues de la diversité des genres. Elle va nous donner un peu de contexte, nous présenter le webinaire. Ensuite, nous aurons deux présentations. Il y aura d'abord une présentation faite par Anshal Bhatia, qui est avocate à la South Asian Legal Clinic of Ontario, SALCO. Et ensuite, nous aurons Deepa Mato, qui est PDG du YWCA Toronto. Elle va également nous faire une présentation sur le sujet d'aujourd'hui. Ensuite, nous aurons la période de questions-réponses. Nous enregistrons le webinaire que nous partagerons avec vous par la suite. Donc, soyez assurés, vous y aurez accès par la suite. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Myra. Bonjour, merci. Donc, au nom de toutes les organisations dont vous voyez ou vous allez voir les logos à l'écran dans quelques secondes, je suis heureuse de vous accueillir à ce webinaire qui est consacré aux lois dites de drapeau rouge. Pour vous donner un peu de contexte, l'automne dernier, on a toutes reçu une demande du bureau du coroner en chef de l'Ontario qui nous demandait de mettre en œuvre une recommandation qui venait du comité d'examen des décès dus à la violence familiale. Et cette recommandation du comité, elle préconise d'informer, elle nous demandait à toutes, en fait, d'informer notre membriété ou les personnes avec qui on travaille et plus largement les professionnels du secteur de la violence basée sur le genre au sujet du coup des lois dites de drapeau rouge. Plutôt que de travailler chacune indépendamment, on a décidé de toutes collaborer pour qu'on puisse mettre en œuvre cette recommandation. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on vous propose donc ce webinaire et dans quelques semaines, nous allons diffuser donc à toutes les personnes intéressées une ressource écrite, donc encore une fois sur ces différentes lois. Et cette ressource sera à la fois disponible en anglais et en français. Donc, on est toutes conscientes que les lois et les dispositifs qui sont prévus par notamment les différentes lois qui existent, donc ça existe pour réduire les risques de violence, mais on le sait qu'ils ne sont pas parfaits et que parfois ils peuvent être aussi très difficiles à comprendre pour les survivantes et même les personnes qui les accompagnent. Par contre, malgré les défis qu'ils représentent et leurs imperfections, ils peuvent quand même représenter des outils utiles pour certaines survivantes en tout cas. Et c'est donc important pour nous toutes de savoir qu'ils existent. Avant de donner la parole à nos deux présentatrices d'aujourd'hui, je voudrais prendre le temps quand même de remercier toutes les organisations partenaires de cette initiative, en particulier Hébergement Femmes Canada qui a coordonné ce webinaire aujourd'hui. Je souhaite aussi remercier évidemment les deux présentatrices. Merci de prendre le temps de nous transmettre votre expertise aujourd'hui et puis aussi de l'information pertinente sur les lois. Et enfin, merci à toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Je vois qu'on est très nombreuses, donc ça nous fait plaisir. Merci beaucoup d'être là. Puis j'espère que ce webinaire va vous permettre de mieux comprendre les dispositions législatives. Merci et bonne séance. Très bien. Sans plus tarder, je vais passer la parole à notre première présentatrice, Anshal Bhatia, qui est avocate avec la South Asian Legal Clinic of Ontario, la clinique juridique pour les femmes sud-asiatiques de l'Ontario. Merci. Bonjour à toutes, à tous. Je m'appelle Anshal Bhatia. Je suis avocate salariée à la South Asian Legal Clinic of Ontario. C'est une clinique juridique en Ontario qui offre du conseil juridique et de la représentation aux personnes sud-asiatiques à faible revenu, donc droit du logement, migration, emploi, droit de la personne et services aux personnes survivantes de violences fondées sur le genre. Aujourd'hui, je vais vous parler des technicalités des lois drapeau rouge. Donc, je vais parler de la loi du Code criminel, qui peut présenter une demande, comment la présenter, qu'est-ce qui se passe après la demande, et quel est le rôle de la police, et quelles sont les limitations et les exemptions.
Le droit de faire une demande pour une ordonnance d'interdiction d'urgence est contenu dans l'article 110.1 de la loi, qui dit que toute personne peut présenter une demande ex parte à un juge de la Cour provinciale afin qu'il rende une ordonnance interdisant à une autre personne d'avoir en sa possession des armes à feu, munitions prohibées et substances explosives si elle a des motifs raisonnables de croire qu'il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que l'autre personne soit autorisée à les avoir en sa possession. La juge accordera l'ordonnance d'interdiction d'urgence si il ou elle croit qu'il y a un risque pour la sécurité et qu'une intervention immédiate s'impose. Il peut interdire à la personne de détenir les armes à feu, ordonner que les objets soient saisis et emportés. Donc, on parle d'armes à feu, d'arbalètes, d'armes et dispositifs interdits ou soumis à des restrictions, de munitions et d'explosifs. L'ordonnance est temporaire pour une durée maximale de 30 jours. Et pendant, cette période, la police et les tribunaux peuvent toujours demander des ordonnances d'interdiction de plus longue durée en vertu de l'article 111. Donc ça peut monter jusqu'à 5 ans. En plus de cette section, il y a également dans le code criminel l'article 117.0101 qui dit que toute personne peut également demander une ordonnance fixant des règles concernant l'entreposage ou l'accès aux armes à feu à la personne qui est soumise à l'ordonnance de restriction d'urgence. Par exemple, on peut dire que exiger que les armes soient entreposées ailleurs ou limiter les moments auxquels la personne peut y avoir accès. La loi exige que le juge fixe des règles qui constituent la mesure la plus restrictive possible pour accéder aux armes. Comme je dis, la loi utilise le langage de toute personne, donc il n'y a pas de limitation par rapport à qui peut faire la demande. Ça peut être la personne survivante de violence entre partenaires intimes, ça peut être un membre de la famille, un ami, un prestataire de services de santé, travailleur, travailleuse sociale, un collègue, ça peut vraiment pratiquement être n'importe qui. Les personnes qui veulent faire une demande doivent le faire, par, le tribunal, provincial ou territorial de la région. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un avocat, mais ça peut toujours être utile. Il s'agit d'une demande ex parte. Donc, lorsque la personne fait la demande, si vous faites une demande, la personne qui est concernée par la demande ne le saura pas et ne sera pas présente lorsque la demande sera évaluée par un juge ou par une juge. Heu, la personne qui demande peut également demander des mesures pour protéger, sa vie privée, donc la vie privée de la personne requérante, comme des audiences à huis clos et cetera. En Ontario, spécifiquement, il n'y a pas de formulaire particulier à remplir. Il faut simplement aller au tribunal local ou siège de la Cour de justice de l'Ontario pour les affaires criminelles. Donc, il faut s'y rendre. Il faut indiquer au personnel qu'on souhaite demander une ordonnance de restriction d'urgence en vertu de l'article 110.1 du Code criminel ou 117.0101. Le personnel du tribunal, juge de la paix, avocat de garde aide ensuite la personne à remplir un document pour faire la demande. Ça peut être un formulaire interne, un affidavit, une déclaration sous serment. Donc, ça confirme à qui s'adresse l'ordonnance, qu'est-ce que ça concerne, quelles sont les armes à feu et pourquoi la personne requérante juge qu'il y a un risque pour la sécurité. Vous pouvez inclure des preuves pour soutenir la demande, mais ce sera également possible de présenter les preuves pendant l'audience. C'est la prochaine étape. Donc, une audience est fixée. Il n'y a pas de délai fixe pour les audiences, mais comme il s'agit en général de demandes d'urgence, elles peuvent être examinées le jour même ou dans les jours qui suivent. C'est souvent très rapide. La requérante doit être présente. Donc, la personne qui fait la demande, elle peut être en personne ou à distance. Si la personne requérante n'est pas présente, la décision est soit reportée ou refusée, surtout si le contenu écrit n'est pas convaincant en soi. Comme je l'ai mentionné, la requérante peut demander que ses données personnelles soient masquées ou supprimer des documents judiciaires et c'est possible de le faire pendant l'audience en tant que telle. La raison pour laquelle c'est important que la personne requérante soit présente, c'est pour qu'elle puisse répondre aux questions du juge ou de la juge sous serment.
C'est également une occasion de présenter des preuves et de donner des données qui permettront au juge ou à la juge d'évaluer la crédibilité et les risques. Donc, ça peut être des notes personnelles, des relevés d'appel à la police, des vidéos, etc. Lorsque vous présentez une demande pour obtenir une interdiction en vertu d'une ordonnance d'interdiction d'urgence, il y a deux résultats possibles. La demande peut être rejetée par le juge ou la juge si la juge n'est pas satisfaite de la preuve ou la demande peut être acceptée. Dans ces cas, la durée maximale de l'ordonnance d'interdiction est de 30 jours. Cette ordonnance peut interdire à la personne visée de détenir l'un ou l'autre de toutes ses armes. Et si l'ordonnance est accordée, l'ordonnance d'interdiction est envoyée à la personne concernée. Donc, par rapport à l'article 117.0101, il y a également deux résultats possibles. Le tribunal peut rejeter la demande ou le tribunal peut imposer toutes les conditions qu'il juge utiles concernant la détention, l'utilisation, le port, le transport ou l'entreposage des armes suivantes, les armes qui sont à l'écran. Les décisions qui peuvent être prises, par exemple, peuvent encourager ou exiger que les armes à feu soient entreposées dans un autre lieu sécurisé, que les armes soient déchargées, verrouillées, entreposées de sorte qu'une personne en particulier ne puisse pas y avoir accès. Elles peuvent également interdire l'usage des armes par la personne concernée pendant la durée de la validité de l'ordonnance, encore une fois. Le tribunal, dans ce cas, doit choisir la façon la moins intrusive d'appliquer le règlement. Par rapport à l'application de la loi, le service de police compétent reçoit une copie de l'ordonnance et c'est sa responsabilité d'appliquer la loi. Si, par exemple, la police ne respecte pas l'ordonnance. La police, dans ce cas, a le droit de fouiller un domicile, de saisir les armes, de les entreposer, de les garder sous clé. Donc, le juge de la Cour provinciale peut émettre un mandat de fouille. La police peut également le faire sans ordonnance de la Cour si elle croit qu'il y a des risques pour la sécurité d'une personne. Et dans les deux situations, le rapport doit immédiatement être remis au juge une fois que la fouille a été faite, avec ou sans mandat. Le tribunal est limité à une interdiction de détention pour une durée maximale de 30 jours. Pour avoir une interdiction de longue durée, il faut qu'il y ait une audience distincte et les juges ne peuvent qu'interdire ce qui est déjà dans le code criminel. Par rapport à l'accès, le tribunal doit recourir aux moyens les moins intrusifs nécessaires et la personne concernée peut demander l'annulation de l'ordonnance d'interdiction d'urgence. La personne concernée a accès à un appel et peut également demander des exemptions. Par exemple, si elle affirme avoir besoin des armes à feu pour la chasse de subsistance ou pour des raisons relatives à l'emploi. Finalement, l'article 117.07 stipule que certains fonctionnaires publics sont exemptés de la responsabilité pénale en matière d'armes à feu. Par exemple, ce n'est pas une exemption qui est appliquée automatiquement et la personne requérante et les personnes qui sont visées par une ordonnance d'interdiction peuvent faire appel et demander à ce que l'exemption soit appliquée dans leur cas particulier. Merci beaucoup. C'est un aperçu très éclairant, très éducatif de la loi.
Un petit rappel, je vous invite à mettre vos questions dans la boîte de clavardage, de ne pas les mettre dans la boîte de clavardage, mais plutôt dans la boîte de questions-réponses. Je vais maintenant passer la parole à Deepa, qui est PDG du YWCA de Toronto. Elle va nous parler un peu plus en détail des implications de cette loi dont vient de nous parler Anne-Charles. Deepa, la parole est à vous. Merci beaucoup, Léa. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que quelqu'un pourrait confirmer que vous voyez bien ma présentation? Oui, absolument. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu de recul. D'abord, je veux me présenter. Je dirige le YWCA de Toronto. Nous sommes une association par et pour les femmes et personnes issues de la diversité des genres. Nos programmes inclut des programmes de logement, d'emploi, de formation, de soutien communautaire pour les femmes et les familles. Et nous faisons également du plaidoyer systémique pour faire progresser l'égalité des genres et la justice. Donc, pour commencer, j'aimerais vous parler un peu de l'intention de la loi. Pourquoi cette loi a-t-elle été adoptée? Donc, au départ, la philosophie qui sous-tend la loi C-21, c'est l'intervention proactive. Donc, plutôt que d'attendre qu'un crime ait lieu, la loi cherche à cerner des drapeaux rouges et à retirer tous les facteurs de risque avant que les crimes n'escaladent. Il y a trois piliers de cette loi, la sécurité publique, donc réduire la présence d'armes à feu dans des situations tendues, telles que les conflits familiaux, les menaces de voisinage. La loi est également une forme de prévention du suicide, donc mettre en place un dispositif juridique permettant de retirer temporairement les armes à feu aux personnes en situation de crise psychiatrique ou qui expriment des intentions d'automutilation. C'est également une façon d'autonomiser, d'empowerer les personnes, offrir aux membres de la communauté, professionnels de santé, aux proches, un moyen juridique direct d'exprimer leurs préoccupations et de demander une intervention immédiate. J'aimerais vous parler des tendances actuelles. Je fais partie du comité d'examen des décès dus à la violence domestique de l'Ontario. Donc, si on regarde les tendances à la hausse en matière de risque, euh, ce sont des données qui sont vraiment très pertinentes dans le cadre de l'éducation, de la prévention, de l'intervention. Depuis 2013-2020, il y a eu une augmentation de 91 des homicides par arme à feu. La présence d'une arme à feu dans un foyer où règne la violence conjugale fait en sorte que le risque de décès est 12 fois plus élevé que dans les cas où aucune arme à feu n'est en cause. Et 75 des décès par arme à feu entre 2000 et 2022, la grande majorité des décès liés aux armes à feu au Canada étaient en fait des suicides et non des homicides. Donc, une pause temporaire. La loi instaure un délai de réflexion prévoyant le retrait des armes à feu lors des crises de santé mentale aiguës, lorsqu'il y a un risque d'automutilation très élevé, donc que la personne se fasse du tort à elle-même. C'est également une forme d'assistance médicale qui permet aux professionnels de santé d'intervenir en toute légalité lorsqu'il ou elle identifie un patient, une patiente qui représente un danger pour elle-même, pour il-même. Les lois drapeau rouge, comme Anchal nous l'a expliqué, permettent aux professionnels de contourner la personne cliente pour demander directement une ordonnance judiciaire. Ce passage du statut de collaboratrice à celui de requérante peut briser le lien thérapeutique de confiance et susciter un sentiment de trahison chez la cliente. Donc, il faut y réfléchir et il faut trouver des façons de prendre soin de la personne et du lien de confiance parce qu'elles peuvent se sentir trahies. Dans le cas des armes à feu, il faut toujours centrer les besoins de la personne et penser à notre obligation de signalement. Plusieurs d'entre nous sommes
tenus de respecter cette obligation de signalement. Cette loi nous donne certains outils et elle comporte des avantages et des défis. Donc, si on regarde d'abord les avantages, il y a une réduction de la létalité en retirant immédiatement de la maison l'objet le plus dangereux. C'est un outil qui permet aux militantes d'intervenir, ce qui peut détourner la colère, de l'agresseur de la survivante. Il y a également des dispositions juridiques qui nous permettent de protéger l'identité des personnes requérantes et des survivantes. Il y a des défis, évidemment, sur le plan du risque systémique. Donc, il y a une fenêtre où il y a un délai de riposte. L'exécution de la décision peut entraîner une escalade de la violence. C'est ce que nous savons. Malheureusement, dans le fonctionnement de la violence et de la violence létale, lorsque les personnes savent que le système juridique est impliqué. Il y a souvent une escalade de la violence. C'est vraiment le moment où le risque de riposte est le plus élevé. Il y a également une méfiance envers le système, surtout si on analyse la situation d'un point de vue intersectionnel. Donc, dans ce cas-ci, l'implication de la police peut constituer un obstacle pour de nombreuses communautés marginalisées, historiquement par les structures coloniales. C'est une disposition qui peut apporter un sentiment de fausse sécurité. Donc, le fait de confisquer une arme à feu n'empêche pas automatiquement l'agresseur d'avoir des intentions malveillantes ou de se procurer d'autres armes. Donc, c'est une possibilité réelle, un sentiment de fausse sécurité. Les problèmes de confiance et les réalités intersectionnelles, j'en ai parlé un peu dans la dernière diapo. C'est une réalité au sein de plusieurs communautés avec lesquelles nous travaillons, par exemple les survivantes racisées, pour qui appeler à l'aide peut donner l'impression d'inviter la violence à entrer chez soi, comme le système en tant que tel peut infliger la violence. Le système juridique, de point de vue historique, a souvent échoué à protéger les personnes noires et racisées. Et finalement, ce qui fait en sorte qu'il y a une méfiance qui est profondément enracinée. Finalement, le statut d'immigration, la crainte que le fait de signaler un incident peut entraîner l'intervention de l'Agence de services frontaliers du Canada et une éventuelle expulsion. Donc, si par exemple les personnes vivent en situation de crainte par rapport au statut d'immigration, elles peuvent être contraintes au silence pour éviter d'être expulsées. D'autres défis, je crois que nous sommes toutes au courant de ces défis, mais c'est important de les nommer. Il y a une grande division entre les milieux ruraux et les milieux urbains. Les survivantes qui sont en milieu rural doivent composer avec des délais d'intervention très longs, une grosse exposition au regard du public, et les personnes en milieu urbain sont confrontées à une présence policière massive et souvent hostile. Il y a également les questions de la réalité LGBTQ2E+. Il y a une discrimination qui est fondée sur l'identité et crainte d'un parti pré-institutionnel. C'est une réalité qui est très présente pour cette communauté. Et finalement, le handicap, cette situation de handicap et accessibilité, les obstacles procéduraux et les barrières physiques à l'accès aux tribunaux. Nous savons que les personnes en situation de handicap ont parfois font parfois souvent face à de la discrimination, de la marginalisation au moment où ils et elles cherchent à accéder à des services. En tant qu'organisme, quel est notre rôle par rapport à cette loi et aux dispositions? Quelles sont les politiques et les procédures qui devraient être en place au sein de nos organisations? Je nous invite toutes à réfléchir au processus d'évaluation initiale qui, par exemple, d'inclure des questions précises qui tiennent compte des traumatismes concernant l'accès aux armes à feu et aux munitions, d'inclure ces questions dans tous les formulaires d'évaluation initiaux
protocoles de confidentialité, s'assurer d'avoir des moyens de protéger l'anonymat des personnes survivantes, et ensuite des partenariats juridiques, mettre en place des filières d'orientation directe vers des centres d'aide juridique pour que les survivantes aient accès à des conseils juridiques indépendants. Il y a également des mesures concrètes suggérées. Je vous invite à mettre à jour vos formulaires d'évaluation des risques afin d'inclure un indicateur de présence d'une arme à feu qui déclenche immédiatement une consultation juridique et la mise en place d'un plan de sécurité qui est axé sur le logement de la personne qui se présente chez vous. Planification de sécurité, il y a d'autres éléments dont il faut tenir compte en lien avec cette loi. Il y a une période critique de risque dans les 24 à 48 heures qui suivent la signification d'une décision judiciaire à l'agresseur. Et c'est à ce moment que le risque de représailles est le plus élevé. Donc, c'est très important que la survivante soit dans un lieu sécuritaire, un refuge, un hôtel pendant l'intervention. Donc, c'est important de travailler avec la personne survivante pour trouver ce lieu et assurer une coordination avec la police afin d'être informé du temps réel de la saisie. C'est une façon de s'assurer de la sécurité de la personne survivante, protéger son téléphone, d'autres appareils. Il peut être important de faire tout un balayage numérique et de modifier les mots de passe et tous les dispositifs de suivi de la personne, les suivis GPS. Défense de droits et des intérêts. Je crois que c'est très important de se rappeler que votre travail est très important. Vous êtes là pour soutenir la personne dans la planification sécuritaire. Les personnes qui ne sont pas formées au travail juridique ne doivent pas faire de travail juridique, ne doivent pas donner de conseils juridiques. C'est le travail de la cour et c'est le tribunal qui est supposé bien expliquer le jugement. Donc, c'est vraiment le tribunal qui est responsable. La police est responsable d'exécuter les ordres et de procéder à la saisie physique des armes. Moi, je suis avocate, mais je me euh, perçois comme étant la personne qui comble les lacunes, qui fait le pont entre les services et non comme la personne responsable d'exécuter l'ordonnance juridique. Plusieurs organisations doivent s'assurer d'offrir des services d'une façon qui tient compte des traumatismes. Donc, il faut toujours penser à l'autonomie de la personne survivante. La survivante est l'experte de sa propre sécurité. C'est à elle de décider euh, quand et comment avoir recours à des moyens juridiques. Je sais que plusieurs d'entre nous travaillons déjà de cette façon. Cette loi nous permet d'agir, mais il ne faut pas que la loi nous pousse à chercher à sauver les personnes plutôt que de travailler avec les personnes. Il faut toujours utiliser une approche qui tient compte des traumatismes, minimiser la retraumatisation. L'application du système, c'est un facteur qui va déclencher. Ensuite, justice intersectionnelle, il faut reconnaître et atténuer les risques systémiques auxquels sont exposés les survivantes issues de groupes marginalisés. Finalement, la sécurité collaborative, les outils juridiques complètent la planification de sécurité, ne la remplacent pas. Il faut toujours tenir compte de l'escalade des risques et il faut toujours chercher à atténuer ces derniers. Bien réfléchir aux services de soutien. Donc, il y a plusieurs dimensions qui sont importantes. La stabilité du logement, on pourrait en parler ad vitam aeternam. Le relogement d'urgence est parfois essentiel, surtout si l'agresseur connaît le lieu de vie de la personne survivante. Donc, le relogement de l'urgence est vraiment recommandé.
Des services de soutien psychologique doivent être offerts à la personne survivante et il est essentiel d'offrir un conseil juridique indépendant pour que la personne survivante comprenne les conséquences à long terme de l'ordonnance d'interdiction d'urgence. Finalement, aide financière pour aider la personne à combler les frais du déménagement, de la relocalisation. Je vous remercie. J'espère que je vous ai un peu éclairé au sujet de la situation et je répondrai avec plaisir à vos questions. Très bien, merci beaucoup, Deepa. Merci pour ces deux présentations très éclairantes. Nous allons maintenant passer à une période de questions et de réponses avec nos deux invités. Nous avons déjà quelques questions. Un petit rappel pour tout le monde. Si vous avez des questions, je vous invite à les mettre dans la boîte de questions-réponses pour que nous puissions y répondre. Je vais simplement m'assurer que les deux présentatrices soient à l'écran pour répondre aux questions. Parfait. Donc, une question qui a été posée dans une situation où une personne ne porte pas plainte. Cette loi existe pour les survivantes qui ne portent pas plainte, d'avoir accès à des mesures d'interdiction de détention des armes, parce que les mesures d'interdiction sont habituellement mises en place que des poursuites sont engagées. Donc, la question est au sujet un peu des différentes. Quand il y a une plainte qui est portée, des accusations qui sont portées et quand il n'y en a pas. Oui, c'est une très bonne question. Ça fait effectivement partie des raisons pour lesquelles cette loi a été adoptée. Avant cette loi, une ordonnance d'interdiction de détention ou d'accès à des armes pouvait être émise, même s'il n'y avait pas de plainte, mais la personne survivante devait au moins euh, dénoncer, faire une dénonciation, rapporter les faits à la police. Et c'était peut-être plus difficile à faire parce que c'était à la police et aux tribunaux de lancer le processus de demande d'interdiction. Donc oui, cette loi permet d'élargir l'éventail de possibilités pour les survivantes. Donc, si une personne survivante ne veut pas poser plainte ou ne peut pas porter plainte, elle peut au moins limiter l'accès aux armes du côté de l'agresseur. Deepa, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est une réponse complète. Il y aura un suivi de ces lois pour savoir de quelle façon elles sont utilisées? Est-ce qu'il y a des conséquences involontaires qui en découleront? Oui, euh, je vois qu'il y a de nombreuses personnes de la sécurité publique qui sont ici, qui seraient peut-être mieux placées pour répondre à ces questions. Mais la plupart des lois comportent également un cadre d'évaluation et après un certain temps, la loi est révisée, est réexaminée. Je ne l'ai pas à portée de la main, mais l'expérience passée nous indique que ces lois ne sont souvent pas bien suivies. Donc, évidemment, c'est un apprentissage et nous ne pourrons répondre à cette question que dans quelques années, voire 5 ans. Il est trop tôt. Les choses peuvent changer, mais si on se fie au passé, mon expérience est que ces lois sont souvent mal suivies. Oui, je suis d'accord avec cette réponse, absolument. La collecte de données est insuffisante. Je crois avoir lu un rapport où on constate que cette loi est peu utilisée jusqu'à présent. Merci. Il y a des personnes qui sont là aujourd'hui qui ont d'autres renseignements à nous donner au sujet du suivi de la loi. Vous pouvez le mettre dans la boîte de clavardage. À ce sujet, quelqu'un a demandé dans la boîte de clavardage plutôt si, il y a des affiches ou des ressources qui ont été conçues et qui pourraient être euh, m- euh, affichées avec un code QR, par exemple, dans les bureaux.
quelqu'un ici à partager une ressource qui est dans la boîte de clavardage. Si vous connaissez d'autres ressources, je vous invite à les partager ou encore une fois, si vous voulez mettre des choses dans la boîte de clavardage, vous êtes les bienvenus. Il y a quelques questions au sujet de ce qui se passe une fois que le délai de 30 jours est expiré. Quel est le processus au-delà des 30 jours de l'ordonnance? Est-ce que la personne concernée par l'ordonnance peut faire une demande pour retrouver l'accès à ces armes à feu? Ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas de processus spécifique pour faire une demande pour récupérer l'accès. Si la police détient l'arme à feu, elle la redonne simplement après 30 jours. Donc, lorsque les armes sont saisies dans le cadre de cette ordonnance, c'est un processus, standard, c'est une saisie, qui relève de la sécurité publique. Il y a un processus qui est suivi. Les personnes doivent faire une demande pour récupérer leur arme à feu, par la suite. Évidemment, il y a diligence raisonnable qui est appliquée, les permis de la personne sont, vérifiés. Mais dès que l'ordonnance est expirée, la personne peut demander à récupérer son arme. Est-ce qu'il y a un processus, par la suite, par exemple, une évaluation de la santé mentale, avant que la personne puisse récupérer son arme à feu? Est-ce qu'il devrait y avoir un tel processus? Définitivement oui. Il n'y a pas d'audience formelle. L'arme peut être détenue pour plus longtemps que 30 jours. Mais je ne suis pas 100 certaine que dans tous les cas, il y a une évaluation avant de redonner la propriété, l'arme à feu en question. Je suis certaine que dans certaines situations, ça se produit à l'occasion, mais je ne suis pas certaine s'il s'agit d'un processus, standard, donc qui a lieu de façon automatique. C'est tout ce que je peux dire, en fait, pour répondre à cette question. Très bien, je rappelle, les participants, participantes de mettre les questions dans la boîte de questions-réponses. Il y a, des, questions qui sont mises dans la boîte de clavardage. Je fais de mon mieux pour les voir, mais, c'est possible de les rater. Donc, des questions par rapport à l'application. Une fois que l'ordonnance est émise, est-ce que la personne doit respecter l'ordonnance elle-même? Est-ce que la police saisit les armes. Qu'est-ce qui arrive si la personne, se procure une nouvelle arme alors une ordonnance d'interdiction est en vigueur? Ce que je comprends, ce n'est pas que la police arrive et vient et saisit l'arme. La personne doit respecter, l'ordonnance. La police peut s'impliquer si elle a des raisons raisonnables de croire, que la personne ne respecte pas l'ordonnance ou si quelqu'un va voir le tribunal pour, témoigner du fait que la personne n'a pas respecté l'ordonnance et puis à ce moment-là, le tribunal peut émettre une ordonnance, une autorisation d'agir. Je ne crois pas que la police le fasse de façon proactive. Deepa, peut-être que vous êtes plus au courant de ce qui se passe si la personne, se procure une nouvelle arme. Ce que je comprends, c'est que le permis est suspendu de façon temporaire et que c'est impossible de se procurer une nouvelle arme à feu. Si la personne se procure, des armes par d'autres moyens, la situation est complètement différente.
Une fois que le système juridique est impliqué, que le permis de détention des armes à feu est évalué, et ce sont des processus un peu standards qui sont déclenchés. Je ne crois pas que dans ce cas, qui que ce soit puisse légalement se procurer une nouvelle arme. Évidemment, hors du cadre légal, toutes sortes de choses peuvent se produire, mais dans le contexte canadien, ce n'est pas possible de se procurer une nouvelle arme à feu. Ça va être très difficile, à moins que les choses se produisent évidemment hors du cadre de la loi. Je pense que vous en avez déjà parlé, mais je vais poser la question au cas où il y a autre chose à dire là-dessus. Est-ce que cette demande est rapportée à la GRC? Et oui, il semble y avoir un lien. Oui, il y a un lien direct, absolument. Et je pense que c'est important de bien comprendre qu'il peut y avoir une saisie immédiate des armes dans le contexte des ordonnances d'interdiction d'urgence, mais ce qui peut arriver également, c'est que la licence, le permis de détention peut être suspendu. Et je crois que les armes à feu sont les armes les plus dangereuses qui existent actuellement. Puis je vous ai parlé des statistiques, de leur lien avec les fatalités, mais je crois que nous avons des lois en place et mais des incidents de violence peuvent également se produire autrement qu'à l'aide d'armes à feu. J'ai une question ici d'une personne qui est en Alberta rural, en milieu rural. Il y a des personnes qui disent avoir essayé d'utiliser ces processus avec les personnes qu'elles soutiennent, mais les tribunaux ou d'autres acteurs juridiques ne sont pas au courant des mécanismes. Est-ce qu'il y aurait des suggestions à ce sujet? Quelqu'un dans le bas de clavardage quelqu'un demande carrément, est-ce qu'il y a des personnes qui trouvent que ça fonctionne dans leur région? Parce qu'il semblerait y avoir de nombreux obstacles. Oui, malheureusement, ça ne me surprend pas. Les processus sont très... a été annoncé, le processus a été annoncé de façon très vague, très floue. Je pense que les organisations doivent faire de la représentation auprès des tribunaux locaux. Le processus se trouve sur les sites gouvernementaux. Donc, vous pouvez vous référer au site web pour faire de la représentation et de la défense de droits auprès des tribunaux locaux. Encore une fois, c'est encore un exemple des lacunes systémiques. Les lois sont élaborées et adoptées avec de bonnes intentions, mais le déploiement, la mise en œuvre des lois n'est pas accompagné des ressources, de l'éducation, des pratiques, de la formation pour les juges. Donc, je pense qu'il s'agit d'une lacune systémique et peut-être qu'en- qu'il faut à ce moment-là collaborer avec les systèmes locaux et trouver des moyens d'éduquer les tribunaux. C'est une situation qui se produit souvent quand il y a des changements au code criminel. Je pourrais vous donner 5 exemples de changements qui ont été apportés à la loi et qui n'ont pas été utilisés de façon appropriée. Il y a quelques questions par rapport à la différence entre les armes à feu autorisées et les armes à feu non autorisées.
Donc, pour les personnes qui sont propriétaires d'armes à feu sans permis. Les ordonnances d'interdiction ne font pas de distinction entre une arme à feu détenue avec ou sans permis. À partir du moment où l'arme à feu est détenue, on peut faire une demande d'ordonnance d'interdiction. Est-ce qu'il y a un registre qui fait le suivi des personnes qui se sont vues retirer leur permis d'arme à feu, dont l'arme à feu a été retirée? C'est- Donc, c'est possible d'avoir une ordonnance d'interdiction de plus longue durée ou même une ordonnance d'interdiction à vie, mais je ne crois pas qu'il existe de registre. Donc, encore une fois, par rapport aux étapes qui suivent l'ordonnance d'interdiction, est-ce que les victimes sont contactées avant l'expiration du délai d'interdiction? Est-ce que l'agresseur est mis en lien avec des services? Je pense que c'est ce que Deepa disait. Il y a vraiment de nombreuses lacunes systémiques. La réponse à ces deux questions, c'est non. Comme nous l'avons mentionné, après la période de 30 jours, le juge peut décider d'émettre une ordonnance d'interdiction plus longue et peut-être que dans ce contexte, il y a une forme d'évaluation et la personne survivante peut être appelée à fournir des preuves, mais je crois que quand il s'agit d'une expiration, d'un délai de 30 jours, on ne redemande pas à la survivante de parler du risque. Je pense que c'est là où la collaboration du système est importante, la collaboration entre les organismes à but non lucratif, la société civile, le système juridique. Il y a un continuum de services et nous devons tous et toutes réviser nos processus et voir comment nous pouvons améliorer nos pratiques pour mieux soutenir les personnes survivantes. De mon point de vue, l'évaluation des risques est très importante, même plus importante que la planification de sécurité. En tant que prestataire de services, en tant que représentant du milieu sans but lucratif, nous sommes vraiment mieux formés pour le faire. Nous le faisons de façon professionnelle depuis des décennies. Nous connaissons les besoins des personnes, les ressources dont elles ont besoin et il y a définitivement des lacunes. Le f- Même s'il y a une évaluation des risques, l'évaluation des risques n'est pas nécessairement faite en fonction de la situation de la survivante. Donc, nous devons toujours avoir en tête le fait que l'évaluation faite par le système juridique, euh, l'évaluation est axée sur le risque de récidive de l'agresseur. C'est vraiment l'agresseur qui est au centre de l'évaluation du risque et non sur la personne survivante. Les évaluations de risque ne centrent pas l'expérience des survivantes et ça, c'est définitivement une lacune euh, que nous devons très bien comprendre. Et quand je parle, donc quand on parle d'évaluation des risques, l'évaluation des risques qui est faite par le système juridique, c'est est-ce que l'agresseur a des risques de récidive? Ce n'est pas une évaluation pour la personne survivante. Est-ce qu'il y a des risques pour la personne survivante? Il faut vraiment bien avoir cet élément en tête. Merci beaucoup. En lien avec la question précédente, est-ce qu'il y a un registre? Est-ce qu'on peut avoir accès à cette information? Si une personne reçoit une ordonnance d'interdiction d'urgence, est-ce que ça apparaît dans son dossier criminel?
Donc, l'ordonnance d'interdiction d'urgence ne représente pas un antécédent, n'est pas inscrit au dossier criminel, mais s'il y a une infraction de l'ordonnance, c'est inscrit, ça crée un dossier criminel si la personne ne respecte pas l'ordonnance. À votre connaissance, est-ce qu'il y a eu de la résistance à cette loi? Est-ce qu'il y a des personnes qui disent, par exemple, que ça punit injustement des personnes qui n'ont pas enfreint la loi? Quelles sont les réactions? Oui, j'ai entendu certaines critiques, comme c'est une ordonnance ex parte. Je crois que ce sont des questions techniques. Si on regarde l'impact pour les personnes survivantes, s- il faut se demander si la loi est efficace. Parce que même si on tient compte de cette critique, il y a des moyens de faire appel de la décision de l'ordonnance. Donc oui, il y a certaines critiques. Si on remonte au moment où cette loi faisait l'objet d'un débat, il y avait beaucoup d'opposition. Il y avait des critiques très intenses qui étaient formulées. Et ça vient de toutes sortes d'horizons politiques. Les propriétaires d'armes à feu critiquent cette loi pour certaines raisons, mais il y a aussi des spécialistes juridiques qui critiquent cette loi. De mon point de vue, en toute honnêteté, et je vois que parfois la criminalisation est une réponse à la violence fondée sur le genre, mais qu'on ne pense pas toujours à toutes les répercussions, toutes les implications. Et mon point de vue, c'est qu'on adopte des lois qui ont d'énormes lacunes tout le temps. Il y a d'excellentes questions qui ont été posées aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un suivi qui est fait? Est-ce qu'il y a du soutien qui est offert? Est-ce qu'il y a une évaluation des risques pour la personne survivante? Et toutes ces raisons sont des raisons pour lesquelles des personnes comme moi se penchent sur cette loi et se demandent si elle est vraiment utile. Est-ce qu'il y a des ressources qui sont rattachées à la loi? Est-ce qu'on fait un travail de prévention en amont? Donc oui, il y a des critiques qui sont émises pour toutes sortes de raisons, mais comme Anchal le dit de façon très éloquente, en ce moment, la question qu'il faut se poser, c'est une loi, la loi est adoptée et il faut maintenant se demander comment l'utiliser et comment s'assurer que le système soit responsable de l'application de la loi et de de la sécurité des personnes survivantes. Merci. Je garde un œil sur sur l'heure et je crois que nous allons nous arrêter ici. Je sais qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons vous envoyer l'enregistrement de la séance par la suite et nous allons ajouter les réponses aux questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Je vais passer la parole à Margarita qui va ajouter un petit quelque chose, mais le réseau travaille sur une ressource qui sera envoyée à toutes les personnes participantes. Donc, nous partagerons les questions, surtout les questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Donc, ce n'est pas la fin de la conversation. C'est important de le souligner, mais étant donné l'heure, je vais mettre fin à la période de questions-réponses. Merci beaucoup, Deepa et Anchal, pour vos présentations, pour vos réponses. Je vous passe la parole, Margarita. Je ne vous ai pas présenté, mais allez-y. Parlez-nous de la ressource. Aucun problème. Merci, Léa. Oui, je veux prendre un petit moment pour vous parler de quelque chose qui arrive
bientôt. C'est préparé par les 6 organismes qui ont travaillé sur ce webinaire. C'est une ressource écrite sur les lois drapeau rouge et les pratiques centrées sur les personnes survivantes. Que veulent dire ces lois pour les pratiques du milieu de lutte contre la violence fondée sur le genre? Ça tient compte des traumatismes, c'est ancré dans des pratiques réelles. Notre objectif, c'est de favoriser la compréhension des lois et surtout des lois en matière d'armes à feu. Nous voulons aider les personnes survivantes à se retrouver d'un point de vue pratique, la sécurité des survivantes, les choix, les obstacles systémiques et les besoins en matière de plaidoyer qui existent encore. Le document sera distribué à tous les organismes concernés. Et ce sera probablement prêt en juillet 2026, donc soyez à l'affût. Merci beaucoup, Margarita. Merci à toutes les personnes qui ont participé au webinaire d'aujourd'hui. Merci aux organismes impliqués dans la préparation du webinaire, Action ontarienne, euh, Awake, the Ontario Coalition for Rape Crisis Centers et ECRIVA Learning Network à l'Université Western. Merci à toutes ces personnes. Merci Anchal et Deepa pour vos excellentes présentations. Merci à nos interprètes qui nous ont aidés avec la langue. Et merci à tout le monde qui a participé.